Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la seconde partie de l'épisode pilote des Archives de la Force. Cet épisode est donc toujours consacré à la Force elle-même, mais nous allons aborder le sujet de façon un peu plus réaliste entre guillemets. Mais trêve de blabla, c'est parti. Il est assez difficile de déterminer quelle culture a influencé quel aspect de la Force, mais il existe plusieurs préceptes émanant de différentes religions ou mythologies notamment orientales qui se retrouvent dans la philosophie des Sith et des Jedi. La majorité des gens feront un parallèle entre la lutte de la lumière contre le côté obscur et celle très occidentalo-chrétienne de Dieu contre le diable. Eh bien en fait, si on peut évidemment interpréter Star Wars de la façon que l'on veut, il est plutôt admis que cette idée de lutte entre lumière et obscurité dans Star Wars vient davantage de la cosmologie chinoise, mais aussi du bouddhisme. Celui que je cherche est un grand guerrier. Un grand guerrier. Personne par la guerre ne devient grand. En parlant de cosmologie chinoise, la première image qui peut vous venir est celle du Yin et du Yang, qui représentent finalement assez bien la force dans Star Wars. En effet, le Yin et le Yang, symbole au centre de la philosophie chinoise, n'est absolument pas une allégorie de la lutte entre la lumière et l'obscurité, mais plutôt de l'équilibre entre ces deux forces qui n'existent pas l'une sans l'autre et qui, si elles peuvent s'opposer, sont surtout complémentaires. La philosophie chinoise se base en effet sur la complémentarité de ces deux forces. Et si vous avez suivi la partie 1 de cet épisode, vous remarquerez une certaine ressemblance avec les croyances des tout premiers utilisateurs de la Force, les Jedi. En effet, si vous vous souvenez bien, lorsqu'un Jedi de Titon était trop attiré par le côté obscur ou par le côté lumineux, il était envoyé sur l'une des deux lunes de Titon, Ashla ou Bogan, afin de méditer et de parfaire son équilibre. Alors certes, les Jedi n'ont pas été inventés par George Lucas, mais on reconnaîtra tout de même que jusque dans ces univers étendus, Star Wars s'inspire des croyances et cultures orientales. D'ailleurs, petite anecdote, le mot Jedi tel qu'il existe dans les films vient du mot Jidai Geki. C'est un genre cinématographique dont les œuvres sont consacrées à l'histoire médiévale du Japon. Oui, on passe de la Chine au Japon, mais bon, j'y peux rien si Star Wars pique un peu à tout le monde. Mais, sauf votre respect, maître, est-ce qu'il n'est pas l'élu? Celui qui doit détruire les Sith et amener l'équilibre dans la Force? Si la prophétie est exacte. Mal interprété, la prophétie aura pu être. À propos de Japon, justement, les préceptes Jedi empruntent quelques idées au Bushido, l'art guerrier des samouraïs. On en reparlera sans doute dans un épisode consacré aux arts martiaux chez les utilisateurs de la Force. Mais sachez en tout cas que, par exemple, le design de Vador, le terme de sabre ou encore la tenue des Jedi sont tirés de pratiques martiales japonaises. Étant donné les références que Lucas fait au film La forteresse cachée d'Akira Kurosawa, dans Un Nouvel Espoir, il est possible que cette inspiration japonaise fût voulue dès les tout débuts de la création de Star Wars. De plus, une rumeur affirme que Lucas voulait tourner Un Nouvel Espoir en japonais sous-titré anglais. Je n'ai rien trouvé qui puisse confirmer cette rumeur, mais si cette dernière est vraie, cela atteste de l'intérêt que portait Lucas pour le Japon. Mais revenons au sujet central de cet épisode, la Force. Non seulement la Force peut être comparée au Yin et au Yang, mais aussi à des croyances bouddhistes. Le côté lumineux et obscur de la Force peuvent être comparés au-delà de l'équilibre entre le bien et le mal, à la différence fondamentale entre sagesse et ignorance. La sagesse est d'ailleurs tout au long de la saga décrite comme l'une des principales qualités d'un bon Jedi, et selon les préceptes Jedi, le côté obscur n'est que l'engeance de l'ignorance et du ressentiment. Au contraire, les seigneurs Sith ont tendance à affirmer que le côté obscur délivre. Selon eux, là où la lumière aveugle, le côté obscur rend la vue. Cette dynamique entre sagesse et ignorance est fondamentale dans le bouddhisme. Vous devez sans doute vous dire que ce n'est pas fait exprès, qu'un concept global comme la force peut représenter absolument n'importe quelle religion. Quelque part, vous avez raison.
C'est cette universalité qui fait de Star Wars un véritable mythe moderne. Mais j'ai un petit exemple à vous donner pour vous prouver que Lucas a explicitement fait référence au bouddhisme, et cet exemple c'est Padmé Amidala, sénatrice de Naboo, amante d'Anakin Skywalker et mère des deux jumeaux Luke et Leia. Elle est donc au centre de la saga Star Wars, et ce même si elle décède dès la fin de l'épisode 3, sans qu'on ne l'évoque plus dans les épisodes 4, 5 et 6. Il y a du bon en lui. Je le sais. Il y a toujours du bon. Le nom Padmé vient en fait d'une formule bouddhiste qui se prononce, selon un site bouddhiste que j'ai trouvé, le mot Padmé signifie le lotus, et c'est le symbole de la sagesse, comme quoi on y revient. Et qu'essaye donc de faire Padmé lorsqu'elle se rend compte qu'Anakin passe du côté obscur? Elle essaye de le ramener à la raison, de lui apporter la sagesse. Autre passage, à la toute fin de l'épisode 3, la revanche des Sith, le chant funèbre lors des funérailles de Padmé est un chant sanskrit, qui est la langue principale des textes religieux hindous et bouddhistes. Tout se rejoint, je vous le dis. Une petite précision cependant, je ne suis pas sûr que toute la spiritualité de Star Wars soit à mettre au compte de Lucas. En effet, ce dernier voyait davantage en Star Wars un western moderne pour les enfants, du moins à l'époque de la production de l'épisode 4, et c'est selon les dires de son producteur Gary Kurtz et de Steven Spielberg. C'est dès l'épisode 5, réalisé par Irving Kirchner, un des professeurs de Lucas à l'université, que sont introduits des éléments spirituels. C'est Irving Kirchner lui-même qui, revenant d'un voyage en Orient, souhaitait introduire des notions de zen dans la saga via le personnage de Yoda. Après la sortie de l'épisode 2, Irving Kirchner déclarera que Lucas n'a absolument pas compris la dynamique zen du personnage de Yoda, avec pour preuve le fait qu'il se batte au sabre laser. On peut donc se dire que cette non-compréhension de Yoda est très paradoxale quand on la compare aux éléments bouddhistes amenés avec Padmé dans la prélogie. En même temps, toute la saga Star Wars est en elle-même très paradoxale. Vous le verrez, on y reviendra au fur et à mesure des épisodes. Qui est son père? Il n'a pas de père. Je l'ai porté, je l'ai mis au monde, je l'ai élevé. Je ne me l'explique pas. Vous pouvez l'aider? Je ne sais pas. Enfin bref, tous ces éléments orientaux n'ont pas empêché certains de comparer systématiquement la Force à la religion catholique. Et même si je n'aime pas résumer la Force à cela, ils n'ont pas fondamentalement eu tort. Anakin Skywalker est présenté comme un élu, comme un être qui n'a pas de père, formé par la Force elle-même. Il est un être exceptionnel, comme peut l'être Jésus dans le Nouveau Testament. La seule différence, c'est que la tentation va avoir raison d'Anakin, même s'il se repentira par la suite en voulant sauver son fils. Ainsi, dans la prélogie, on assiste à une déconstruction de la figure christique, un peu à la manière des protestants, et oh surprise, Lucas a grandi dans une famille protestante. Mais on peut aussi voir une déconstruction totale de l'aspect spirituel de la Force dans la prélogie, et ce, dès l'épisode 1. Comme quoi, le paradoxe, tonton Lucas, il aime ça. Et comment fait-il d'ailleurs pour saper toute la spiritualité de la Force? La réponse est simple, les midi-chloriens. Et voilà pour moi l'un des plus beaux coups de génie de Lucas sur la prélogie. Pour ceux qui ne le sauraient pas, les midi-chloriens sont de minuscules êtres vivants, des micro-organismes. Ils vivent en chaque être vivant et nous guident à travers la Force. Ils nous parlent et nous disent ce que veut la Force elle-même. C'est en tout cas ce qu'affirment les Jedi du Conseil. Certains affirment qu'ils forment la Force. D'autres pensent que c'est la Force qui les a créés pour nous parler directement. Bien évidemment, ce ne sont que des théories. Oui, et ça les fans ont tendance à l'oublier. La majorité du grand public n'a pas eu de réelle réaction quant à l'apparition des midi-chloriens à l'époque de la sortie de l'épisode 1. Les fans, eux, ont été divisés. D'un côté, ceux qui acceptaient les midi-chloriens comme des faits, et les autres qui refusaient cette idée, souhaitant que la Force ne reste qu'une notion spirituelle dénuée de tout sens scientifique. Oui, maître. Analyse ce prélèvement de sang que je t'envoie.
Tout de suite. C'est le taux de midi-chlorien qui m'intéresse. Je n'ai jamais vu un taux pareil. Supérieur à 20 000. Maître Yoda lui-même n'a pas un taux de midi-chlorien aussi élevé. Aucun Jedi. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne suis pas encore sûr. Ce conflit entre fans est très intéressant à mon sens. En effet, on s'est retrouvé dans la même situation qu'il y a quelques siècles, quand des scientifiques ont été dire à l'église que non, la Terre n'était pas au centre de l'univers et qu'elle tournait par exemple autour du Soleil. D'un côté, les scientifiques, de l'autre, les religieux. Évidemment, c'est une comparaison un peu foireuse, mais pour vous montrer que je ne pense pas que la démarche de Lucas soit dénuée de tout sens. Dans tous les cas, ces midi-chloriens ne sont qu'une théorie, ils peuvent exister ou pas, en tout cas, il y a un indicateur de pouvoir dans le sang des manipulateurs de la force. Et encore, ce n'est qu'un indicateur. Un être doué d'énormément de midi-chloriens ne sera pas forcément un grand manipulateur de la force. Inversement, un grand manipulateur de la force ne sera pas forcément doté d'un taux élevé de midi-chloriens. Ce ne sont que des indicateurs et des théories partagées par les Jedi que nous suivons dans la prélogie, certes, mais qui nous dit qu'ils sont dans le vrai? Après tout, ils se plantent pas mal concernant la destinée d'Anakin. Dark Plagueis était un seigneur noir des Sith, tellement puissant et tellement sage qu'il pouvait utiliser la force pour influer sur les midi-chloriens et pouvait créer la vie. Tout est possible et il ne faut cracher ni sur l'une ni sur l'autre théorie. Ce ne sont que des hypothèses qu'ont les personnages quant à la nature de la force, même si les expériences de Dark Plagueis ont tendance à démonter toutes les théories plus spirituelles de la force. En tout cas, personnellement, je trouve, certes, l'idée des midi-chloriens ratée en termes de narration, mais pas en termes de sens, surtout dans une société comme la nôtre, qui a toujours plus recours à la science et à la technologie. J'aborderai d'ailleurs le rapport de Star Wars à la technologie, et donc, vous vous en doutez, aux droïdes, dans un épisode dédié. Bref, j'espère vous en avoir appris un peu sur la Force et sur les quelques messages cachés qu'elle contient. Bien évidemment, cette vidéo est loin d'être exhaustive et il est fort probable que je refasse un jour un épisode sur la Force en complétant cette vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu et à partager la vidéo, c'est le plus important. Le prochain épisode des Archives de la Force traitera de l'Empire Galactique, et notamment des influences historiques qui ont mené à ce qu'il est aujourd'hui. Je vais également bientôt vous informer d'un petit changement sur la chaîne, et oui déjà, concernant les formats des Archives de la Force et de Star Wars Récits, afin que la distinction entre les deux émissions soit beaucoup plus claire. D'ici là, prenez soin de vous, et n'oubliez pas... May the Force be with you.